bienvenue les acharnés du WRC. On se retrouve avec Guillaume. Alors, excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu malade. Guillaume a l'air en pleine forme, un petit peu fatigué, mais en pleine forme. Comment vas-tu, Guillaume? Eh ben, écoute, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va plutôt bien. Effectivement, un peu fatigué, mais ravi d'avoir pu suivre encore une belle manche sur le rallye de Grèce, l'Acropole, comme on l'appelle, et surtout ravi de pouvoir en discuter avec toi et avec tous nos aficionados, nos acharnés du WRC, par la suite en commentaire et autres. Alors, certains ont dit que c'était le plus beau rallye depuis le début de la saison. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Non, 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 pas Non? vraiment. Alors, il y a eu beaucoup de rebondissements. Après, je pense pas que ça a été le plus beau en termes de bagarre, même s'il y a eu des vrais fights entre plusieurs pilotes à différentes échelles. Mais j'ai été un petit peu déçu, on va dire, de l'attrition qu'il y a pu y avoir tout au long du rallye, que ce soit par des crevaisons, on va en parler, qui ont été extrêmement nombreuses, des problématiques d'hybride notamment, et puis après par une fiabilité un peu tronquée de certaines autos, hein. On le voit malheureusement, tu as une superbe photo derrière toi de notre Estonien préféré, Tanak. Notamment la fiabilité de ces autos-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de rebondissements. Après, moi, je ne considérerais pas que c'est le plus beau rallye en termes de bataille et de performance en tant que tel. Alors, Kalle Rovanperä décroche sa troisième victoire de la saison. Il renforce sa position au championnat du monde des rallyes. Il va tout droit vers le titre. Il a roulé avec sa tête, on y reviendra. Mais avant toute chose, je vais refaire un classement général. Donc, Rovanperä devant Elfyn Evans, Dani Sordo, Ottana qui est quand même quatrième après ses problèmes de début de rallye, cinquième Eusak Lappi, sixième Katsuta. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, Non, bref. non, 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 c'est exactement ça. Et puis C'est après, on ça? tombe on est dans les WRC2 Greensmith, avec Rossel Mikkelsen, et Smith. Ogier. Ouais, non, mais tu as Alors, au oublié monde, Mikkelsen en septième. c'est ça. Exactement, c'est ça qui m'avait. J'avais oublié Mikkelsen, c'est ça. Au classement mondial, Rovanperä 200 points, Elfyn Evans 167, Thierry Neuville 134, Tanak 119, Sébastien Ogier 99, Lapie 98, et puis après on est très loin. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce que Kalle Rovanperä a fait un break définitif pour toi? On en avait parlé déjà la dernière fois et on s'était accordé à dire que, en fonction du résultat de l'Acropole, on pourrait d'ores et déjà faire un pronostic un petit peu, ou en tout cas avoir une situation beaucoup plus clarifiée. Là, il s'avère que c'est un peu ce qui s'est passé, et Rovanperä gagne ce rallye, gagne la Power Stage, plus 30 points. Alors ça va que Elfyn Evans termine deuxième et donc on va dire il n'est que à 33 points de Calais au championnat, mais ça reste plus qu'une victoire avec le bonus de la Power Stage. Sur 3 rallyes qui restent, on n'est pas à l'abri d'un zéro pointé de Calais sur une des 3 manches qui restent. Après, il faudrait que Evans puisse gagner au moins 2 sur les 3. Et là, clairement, de ce qu'on a vu tout au long de la saison et encore plus sur ce rallye de l'Acropole, j'ai un petit peu de mal à le croire. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va revenir juste sur Kalle Rovanperä. Tu as vu depuis le début de saison, moi je te disais, il est un peu entre deux eaux, on le voit moins que la saison précédente, mais j'ai l'impression qu'il roule plus avec sa tête cette saison que la saison précédente, même s'il a eu un gros crash en Finlande. Et je vais te le prouver par les mots qu'il a dit à la fin du rallye. Le rallye de l'Acropole, on le sait, ça a été dans des conditions très particulières, peu d'essais avec des risques de feu, des inondations terribles juste avant le rallye. D'ailleurs, le rallye, on a eu un doute sur le fait qu'il se déroule ou pas. Kalle Rovanperä dit, après un rallye difficile en Finlande, nous devions revenir fort. C'était une très belle performance. C'est beau de gagner en étant premier à s'élancer sur la route. Nous avons piloté avec intelligence avant de passer l'attaque dans la Power Stage. J'ai l'impression que cette année, il roule vraiment avec sa tête et c'est vraiment le titre qui compte pour lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement, complètement. Il a fait un rallye extrêmement intelligent en restant à l'affût de la moindre des erreurs de ses concurrents.
Il a été aidé par la météo pour le coup, puisque sur les premiers passages, vu la pluie qu'il y avait pu y avoir torrentielle, il n'était pas plus désavantagé que ça par le balayage, voire il était un peu avantagé en ayant des trajectoires qui étaient propres, on va dire. Et puis il est resté donc à l'affût à une vingtaine, 25 secondes, je crois, à la fin du premier soir. Et puis le lendemain, il a continué de gérer en montrant un peu qu'il était là. Il a fait beaucoup enfin, des temps bien meilleurs. Il termine quand même meilleur performeur du rallye avec 8 scratchs, hein. Mais ça a été, oui, une très très belle performance de sa part. Et on voit que clairement, comme on l'avait dit, hein, lors du dernier débriefing, il craignait, je pense, ce rallye de l'Acropole. Il craignait les soucis mécaniques, les soucis de fiabilité. On va dire qu'il est resté au milieu de la route et puis il a attaqué quand il le fallait. Et c'est dommage que Ogier ait eu ses soucis le samedi soir, parce que ça aurait été intéressant de voir si le dimanche le Finlandais et le Français partaient vraiment à la bagarre, ou alors est-ce que Kalle Rovanperä allait jouer le championnat à 100%. Alors, on va y aller équipe par équipe comme d'habitude, puis après on reviendra sur les points techniques parce que moi, j'étais un petit peu frustré comme beaucoup de monde. D'ailleurs, Stéphane Gentil, je lui fais un petit coucou. C'est vrai que sur Twitter, on discute un petit peu. Vous avez annoncé des gros problèmes avec les pneus avant le rallye. Il a vu juste. Alors, il y a eu le problème des pneus, et puis après, il y a le problème des voitures. Et là, tu vas nous donner ton avis technique sur ça, parce que j'ai envie d'avoir ton retour, parce que j'ai vraiment été étonné par la somme de problèmes qui ont affecté les voitures, que ce soit en double versé ou en double versé 2. On va commencer par les équipes, Toyota, Hyundai et Ford. Toyota, mention très bien pour Rovanperä. Evans, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Ogier méritait mieux et Katsuta fait du Katsuta. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse? Et Toyota avait la pression, hein, très clairement, puisque l'année dernière, ça a été un triplé de Hyundai sur ce rallye. Donc je pense qu'ils arrivaient avec une vraie envie de bien faire, de montrer que l'année dernière, c'était juste un accro. Et tout simplement, ils avaient envie de monter sur le podium et sur la plus haute marche avec plusieurs de leurs pilotes. Une voiture qui s'est montrée robuste, on peut dire. Je pense qu'il y a eu quelques petits soucis, mais qui étaient un peu indépendants de l'équipe technique de Toyota, hein, puisque Ogier c'est plein de l'hybride, Evans également. Donc si on met à part les crevaisons qui sont complètement à part des équipes, quoique on peut aussi mettre en exergue le fait que certaines équipes, comme on l'avait déjà mentionné, peuvent rouler avec des pressions un peu basses pour améliorer l'adhérence, la traction. Bon, voilà, on ne sait pas trop à ce niveau-là, mais en tout cas, ça a été une très très belle performance de Toyota dans son ensemble. 1 et 2 au final, ça aurait pu faire 1, 2, 3 s'il n'y avait pas eu les problèmes de Ogier. Donc une belle revanche par rapport à l'année dernière. Et puis que dire de plus? Je pense qu'on va pouvoir parler des pilotes en tant que tels, mais Rovanperä, on en a déjà discuté, une très très belle course, très intelligente. Elfyn Evans, un peu plus en retrait, avec des problématiques techniques, mais clairement, je ne l'ai pas senti dans le coup en termes de vitesse. Donc c'est pour ça que sur la fin de saison, j'ai énormément de mal à voir comment est-ce qu'il pourrait encore titiller Kalle Rovanperä pour le titre. Takamoto Katsuta qui lui fait un rallye plutôt correct, on va dire. Faut pas oublier qu'il a eu 0 journée d'essai, étant donné les risques de feu que tu as mentionné, qu'il n'y a pas eu de shakedown non plus puisque ça a été annulé à cause des pluies torrentielles. Donc il partait clairement avec un désavantage et puis voilà, il a roulé un peu à sa main, une 6e place au final, mi figue mi raisin. Voilà, je dirais il se reconstruit un petit peu petit à petit, mais bon, déçu de sa saison dans son ensemble. Et puis après notre couple français, Julien, pardon,
Sébastien Ogier et Vincent Landais, qui eux aussi ont fait montre d'une très 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 belle vitesse, encore une fois. Une course intelligente en mettant la pression sur Thierry Neuville, en faisant des choix de pneus qui étaient judicieux. Parce que là, pour le coup, on a eu un vrai choix de pneus aussi à faire entre des softs qui avaient un quota très limité de par les conditions du terrain qui n'étaient pas aussi sèches et abrasives que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et donc, ils ont mis la pression sur Thierry Neuville qui a fait une faute. Et puis après, c'est eux qui ont connu quelques petits soucis. Ça a été de mal en pis sur la journée, enfin sur l'après-midi du samedi, et pour arriver à un abandon malheureux dans la dernière spéciale. Une double crevaison et puis d'autres soucis techniques sur l'hybride, sur un arbre de transmission. Et puis quand rien ne va, on a vu la voiture qui était sur les vérins, sur le cri pour changer une roue qui est tombée. Ça a été un peu la crise de panique. Donc un rallye compliqué pour Sébastien Ogier. Et on espère qu'il pourra vite revenir, remontrer cette belle pointe de vitesse. Et je crois qu'ils ont validé sa présence donc, au rallye d'Europe centrale, qui sera l'avant-dernière manche, mais le fait qu'il ne serait pas au Chili. D'ailleurs, l'Europe centrale, c'est le tout nouveau rallye de la saison. Personne ne le connaît du tout. Par contre, je voudrais revenir avec toi sur un petit avis technique sur Toyota, enfin plutôt sur Evans. Evans, on le dit, il est en retrait, il n'y arrive pas. Et on sait qu'on est passé d'une génération de WRC à des nouvelles générations, à des châssis tubulaires. Est-ce que tu penses que ça peut expliquer son adaptation, son souci d'adaptation? Est-ce que c'est vraiment des autos vraiment différentes entre les anciennes et les nouvelles? Est-ce que ça peut jouer? Oui, forcément que ça peut jouer. Après, je ne suis pas certain que ce soit le fait de passer sur un châssis tubulaire qui ait fait que Elfyn Evans se retrouve un petit peu perdu en termes de réglage, en termes de setup et de vitesse de pointe. Je pense plutôt que petit à petit, il a perdu un petit peu pied, surtout la confiance, et puis surtout qu'il est comparé à Kalle Rovanperä et à Sébastien Ogier. Donc à monture égale, c'est compliqué de faire aussi bien que ces deux pointures. Hein. C'est comme si en F1, alors toute proportion gardée, hein, je ne vais pas comparer Evans à Perez, parce que je pense que Evans est quand même un step au-dessus en termes de coéquipier que Perez par rapport à Verstappen. Mais en tout cas, voilà, il manque un peu cette confiance, cette niaque qui arrive uniquement de manière sporadique sur quelques événements, sur quelques journées. Et pour le coup, en Finlande, là, il y avait cette pointe de vitesse qui était revenue. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Kalle Rovanperä était assez largement devant avant de faire sa faute, quoi. Donc non, je pense qu'il est rentré un petit peu dans le rang, qu'il est sur son plateau de performance et que malheureusement, encore une fois, on en avait déjà parlé, mais il doit regretter très 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 fortement cette erreur qu'il a fait à Monza il y a quelques années, qui le prive du titre mondial, parce que je suis assez convaincu que c'était sa seule chance de devenir champion du monde. Je suis assez d'accord avec toi. On va parler de Hyundai. Alors Hyundai, juste on va revenir sur Neuville. Tu parles de faute. Oui et non, parce que on le voit pas vraiment, le trou. Ogier, il va aussi. Ogier, il casse rien, lui, il casse. Alors oui, bon, tu as les notes et tout, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'est un petit peu de la malchance pour lui. Mais bon, on va revenir sur Hyundai, tu vas nous dire ton avis. Alors, Neuville, j'ai l'impression qu'il a eu un déclic depuis le rallye du Kenya et qu'il a repris un petit peu le leadership de l'équipe et que franchement, je suis frustré parce qu'il méritait mieux sur cette course. Lapi, avec pas mal de soucis, le pauvre, il était là au tout début, puis voilà, il a enchaîné les soucis. Et puis Dani Sorno, heureusement qu'il est là parce que lui, c'est le parfait coéquipier qui marque toujours des points dès que tu lui donnes une voiture. Alors, il est plus capable de gagner, mais il marque toujours des gros points. C'est ce qui sauve un peu Hyundai. Je fais juste une parenthèse. Au niveau des constructeurs, Toyota 430, Hyundai 339 et M-Sport 220. Donc là aussi, j'ai l'impression que pour aller chercher le titre pour Hyundai, ça va être compliqué. Hein. Oui, avec 91 points de retard, c'est clairement perdu pour Hyundai, qui va devoir se concentrer plutôt sur le développement et continuer la mise au point de cette I20 qui
qui peine un peu à atteindre son pic de performance. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont toujours en train d'essayer de développer, d'essayer de nouvelles choses, alors que Toyota est clairement sur un plateau vraiment de performance où ils cherchent de l'optimisation de ce qu'ils ont entre les mains. Hyundai est plutôt en train de monter et d'essayer de trouver des solutions pour combler l'écart qu'il y a avec Toyota. Et je pense que très clairement, les apports de François-Xavier de Maison et de François Loriot, Christian Loriot, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle François, va être extrêmement importante sur cette fin de saison, sur cette intersaison aussi. Alors, encore une fois, on ne peut pas imaginer, enfin, je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas omettre le fait que on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les Sud-Coréens, avec cette décision de continuer ou pas en WRC. Moi, j'ai un peu de mal à voir vraiment comment ça va évoluer sur l'année prochaine et sur les années à venir. En termes de line-up de pilotes, on parle de tout et de n'importe quoi. On évoque Ogier, on évoque un retour de Tanak, on évoque que ce soit plutôt Suninen qui puisse être titularisé enfin en tout cas en troisième ou quatrième voiture sur l'année prochaine. On parle de jeunes pilotes avec Lindholm. Voilà, il y a un peu un flou artistique et c'est à mon avis ce qui empêche vraiment de continuer à développer cette voiture et à être vraiment performant. En termes de fiabilité et de pilote, oui, ce trou effectivement sur la chaussée que Thierry vient taper très fort et peut-être plus fort que Sébastien Ogier. Il était difficilement évitable, même Ogier l'a dit, hein, on ne pouvait pas passer à côté, lui il a peut-être ralenti un petit peu plus, il a aussi dit qu'il avait endommagé sa voiture à cet endroit-là, qu'il était arrivé à détordre un peu le bras de suspension qui avait été fragilisé sur cet impact. Donc oui, encore une fois, pas de chance pour Thierry Neuville. Est-ce que c'est vraiment pas de chance les reconnaissances, l'évolution du terrain a été très très compliquée sur ce rallye-là. On sait que les jours de reconnaissance ont été extrêmement perturbés par ces pluies diluviennes, par les inondations. Il y a même des dérogations qui ont été accordées à certains pilotes, dont Sébastien Ogier, qui n'avait pas pu passer dans certaines spéciales le jour où il devait parce qu'il avait été empêché de le faire par les autorités à cause de ces inondations. Donc ça a été très compliqué, je pense, pour tout le monde. Les organisateurs ont été exemplaires dans l'organisation, justement, dans la sécurité. Et en fait, avant chaque journée, ils avaient fait passer des voitures avec des caméras pour filmer en intégralité toutes les spéciales et montrer l'état des spéciales et comment elles avaient évolué depuis les reconnaissances à tous les équipages. Et il ne faut pas sous-estimer en tout cas le travail qui a été nécessaire aux copilotes, aux pilotes de visionner ces caméras en plus de leurs caméras embarquées pour préparer les spéciales. Et donc avec cette charge de travail, cette charge mentale, et puis l'évolution du terrain aussi, hein, on sait comment c'est, des chemins en terre quand ils sont ravinés, quand il y a des voitures avec ces puissances-là qui passent, les concurrents des autres catégories, du championnat local, ça évolue énormément et un trou comme celui-là, on peut avoir du mal à l'anticiper très clairement. Donc, pas de chance, oui. Voilà, on peut pas dire bien plus, je pense. Happy? L'API, écoute, l'API malheureusement a out assez rapidement des débats, puisqu'on a vu aussi qu'il a pris un gros kicker, en fait, une bosse qui vient vraiment taper et soulever l'arrière de l'auto, l'auto qui monte, qui retombe sur le pare-choc, sur l'avant, où ça vient arracher complètement la face avant, endommager le radiateur. Donc à partir de là, il était en mode dégradé sur son auto, il n'a pas pu faire les temps qu'il souhaitait. Il avait clairement plus la pleine puissance. Et là aussi, est-ce que c'est pas de chance? Non, pas vraiment. Je pense qu'il est arrivé plus vite que certains autres. Il avait peut-être pas les mêmes notes, les bonnes notes par rapport à cette bosse-là, parce qu'on a vu un Thierry Neuville, on a vu Sébastien Ogier, on en a vu d'autres qui prenaient le même saut, le même angle
pratiquement, mais pas aussi violemment que Lappi parce qu'ils étaient arrivés un tout petit peu moins vite. Donc malheureusement, après, ça a été un enchaînement aussi de petits pépins techniques tout au long du rallye qui l'ont empêché d'être aux avant-postes. Donc je dirais que la 5e place, au final, c'est un moindre mal. Sordo, le parfait équipier. Sordo, oui, comme tu le dis, parfait équipier. Après, lui, avec Rovanperä, c'est le seul qui a traversé le rallye sans aucun problème du début à la fin. Après, c'est plus facile quand tu te prends une bonne marge de sécurité, voire une grosse marge de sécurité comme il a dû le faire. L'objectif pour lui au début, c'était clairement de ramener la voiture à la maison, de marquer des points. Il l'a très bien fait. Encore une fois, certains le critiquent, d'autres l'encensent, mais s'il est là depuis des années et des années maintenant, d'abord aux côtés de Loeb, puis de Ogier et beaucoup d'autres dans les différentes équipes, c'est clairement pour ramener des points. Là, il fait son premier podium de l'année 2023. C'est un podium, clairement, parce que c'est tombé au-dessus, quoi. Mais encore une fois, il est là en renard des surfaces, il ramène les points, il marque quelques points pour Hyundai. Bon, ça les aidera pas à être champion, mais en tout cas, ça permet d'avoir une Hyundai sur le podium. On va parler de M-Sport. Alors, M-Sport, ça a été une semaine très compliquée. Alors, Richard Miller va encore huer dans les brancards en disant qu'il n'est pas content, qu'on dit que la Puma n'est pas fiable. Le constat est là, elle n'est pas fiable. Il y a eu un article qui est sorti dans les journaux chez Corse Matin, puis qui a été enlevé. J'ai un petit peu, moi, personnellement, du mal à croire que ça a été pondu par l'accord du pilote, annonçant que M-Sport allait vers d'autres horizons. J'ai l'impression que chaque rallye qui passe, c'est un peu plus pire chez M-Sport. Hein. Pas en WRC2, mais en rallye 1. La voiture de Loubet, elle fait juste la super spéciale et puis elle tombe en panne. Tanak, il fait une spéciale, puis lui aussi tombe en panne. Il perd en 22 minutes de retard, 3 minutes 40 de pénalité. Il garde le moral, il garde la voiture à flot. C'est admirable de sa part, mais M-Sport, ça commence à devenir très, très compliqué. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Moi, je suis clairement d'accord avec toi. Hein. C'est un peu de mal en pis. Quoi dire? Le constat est là. Hein. Il y a des failles dans la fiabilité de l'auto. C'est compliqué pour eux, je pense. Clairement, cette technologie d'auto ne leur permet pas d'être compétitifs, de pouvoir développer la voiture et proposer une solution qui soit au niveau des attentes et des exigences que peuvent représenter les rallyes tels qu'ils sont aujourd'hui, qui sont des vrais sprints. Et surtout, ils n'ont plus la capacité, je pense, à tester, à faire des endurances comme on peut l'imaginer sur ces voitures pour assurer la fiabilité. Et quand on voit que des composants comme des pompes à eau, qui restent des choses assez simples, et qui peuvent être testés sur des bancs, sur les routiers. Enfin voilà, il y a tout un protocole qui est à mettre en place lors de la conception d'une nouvelle voiture pour designer et valider toutes les pièces. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que M-Sport, Malcolm Wilson, ils sont clairement le couteau sous la gorge. Ils ont plus de moyens pour développer, pour assurer la pérennité de cette auto, en tout cas. Et ça, je dirais, c'est la faute du règlement de ces autos qui coûtent extrêmement cher à concevoir et à faire rouler. On en a déjà parlé, hein, mais M-Sport, c'est un business model qui est basé sur le fait qu'ils puissent vendre et exploiter des voitures. Là, aujourd'hui, c'est WRC1, ils en ont vendu une seule à Jourdan Cérédérélis. Et encore, je ne sais même pas si elle est en location ou si elle a été vraiment vendue, mais en tout cas, c'est la seule voiture privée qui roule. Alors que précédemment, encore une fois, le business model de M-Sport, c'était de vendre les voitures les plus évoluées, les plus haut de gamme, hein, celles de la catégorie Rennes, aussi pour pouvoir se faire un peu d'argent, très clairement, et financer son programme officiel avec les 2, voire 3 voitures dans la catégorie Rennes. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que l'hybride coûte trop cher, il est trop compliqué à mettre en place et une équipe privée ne peut pas la faire rouler. Donc,
clairement, aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose. Et je pense que si les gros signaux d'alerte sont lancés par M-Sport, par Malcolm Wilson, Richard Milner ou Pierre-Louis Louvet, c'est d'abord pour alerter un peu les instances, la FIA, sur le fait que oui, il y a une vraie question qui se pose de savoir si à Monaco, on verra des camions M-Sport en janvier de l'année prochaine. Parce qu'il y a un manque de moyens, il y a des manques de moyens, parce que ça coûte beaucoup trop cher, et que tout simplement, cet hybride, ben, au final, c'est plus ou moins une fausse bonne idée, j'allais dire une très fausse bonne idée, parce que le rallye est pas dans son environnement actuel, n'est pas fait pour ce genre de choses, ou alors dans une manière très simplifiée. Et aujourd'hui, on est allé dans des niveaux qui sont beaucoup trop évolués pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire rouler ce genre d'auto. Juste, je te coupe de précision. Alors, c'est vrai qu'il est sorti un article encore ce matin qui a été enlevé après. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'a pas existé cet article, parce qu'il y a eu des démentis comme quoi ils n'ont pas dit. Mais bon, bref, moi, à titre perso, j'ai du mal à croire que Corse Matin, un quotidien comme Corse Matin, sorte un article, pondu de je ne sais où. Mais en gros, dans cet article, il est dit que Ford aurait des envies d'ailleurs et d'aller sur du rallye raid et que les moyens qui étaient donnés seraient plus les mêmes qu'avant. Et très clairement, il est dit que l'année prochaine, M-Sport ne serait pas là. Enfin, Ford ne serait plus là. Est-ce que tu penses vraiment que ça va être l'équipe qui ne sera plus là l'année prochaine ? J'en ai pas la moindre idée. Honnêtement, je peux Non, pas mais est-ce que ça te paraît plausible, cette éventualité ? Bien sûr que ça paraît plausible quand tu vois les résultats qui sont aussi décevants par rapport aux attentes qu'il pouvait y avoir. Alors certes, Otanak gagne en Suède, mais à part ça, je dirais que c'est vraiment la seule éclaircie de tout le championnat. Et sinon, la seule chose qui peut les satisfaire, c'est qu'ils ont la plus belle voiture et la plus belle déco de tout le championnat. Il n'y a que ça qui les sauve. Mais oui, tu l'auras compris, je suis un peu amoureux de cette, de cette déco. D'ailleurs, j'ai hâte que la miniature, elle arrive chez moi, ce qui ne devrait pas tarder. Mais bon, trêve de plaisanterie. On le sait que Ford va partir sur le Rally Raid avec M-Sport aussi. On sait que Malcolm Wilson, Richard Milner, c'est des aficionados du rallye, du WRC en tant que tel. Donc, ils vont vouloir continuer à travailler sur le championnat du monde des rallyes. Ils ont encore des rallyes 2 à commercialiser, à faire rouler. On a vu encore une fois avec Adrien Fourmeau que finalement, cette auto bien conduite, elle n'était pas si ridicule que ça. Malgré tout, elle manque de développement, elle manque de moyens. Voilà, c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est qu'il manque de l'argent chez M-Sport, il manque de moyens humains, je pense peut-être aussi, pour faire ces développements, pour assurer la pérennité. Et je ne pense pas que Malcolm Wilson joue à tout mettre enfin, à tout remettre en question et mettre en péril la demeure M-Sport, parce que ces rallyes sont beaucoup trop chers à exploiter. Donc, s'il faut qu'il manque une saison pour faire réagir, pour que la FIA se rende compte, ce qui commence à arriver, parce que ce mini scandale, on va dire, c'est pas le premier. On a déjà entendu Thierry Neuville qui parlait du manque de communication, du manque de clarté, du fait que le rallye n'était plus populaire, etc. Il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai eu la chance de dialoguer avec des gens de chez Stellantis et on va dire PSA Motorsport sur l'avenir du rallye et leur probabilité de retour en WRC, où clairement ils disent à court terme aujourd'hui, si rien ne change, c'est impossible. Il n'y a plus personne qui va vouloir venir en rallye. On entend parler de Subaru, mais pour un retour aux alentours 2026-2027, je crois, et encore en fonction de la nouvelle réglementation. On sait aussi que Compact Dynamics, qui gère la partie hybride et qui avait un contrat encore sur 1 voire 2 ans, ce contrat a été dénoncé pour qu'il puisse être remis en cause à la fin de l'année. Donc, on peut espérer qu'il y ait des choses qui changent à ce niveau-là. Dans quelle direction ? Est-ce qu'on va annuler l'hybride sur l'année prochaine ? Ce qui est possible, parce que ces voitures, c'est du plug and play. Elles n'ont pas besoin du système hybride pour rouler.
ce qui permettrait de rebattre un petit peu les cartes, de réduire la facture, très clairement. Voilà, tout est ouvert. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de savoir si on verra des Ford à Gap en janvier et surtout avec quel pilote. Juste, alors on va pas spoiler parce qu'on s'était promis de faire une émission sur l'évolution du WRC. Mais tu sais, moi, je suis un amoureux du rallye. Je suis le rallye depuis des années. Et je vais te prendre juste des exemples. Moi, je suis un passionné des rallyes en Belgique. Et il y avait des plateaux en Belgique où tu avais au même départ, tu avais Loax, Lungard, Aguigny, Renault Verreit avec la Seat Cordoba usine qui venait de sortir. Tu avais les 206 WRC, dès qu'elles sont sorties, tu en avais une en Portugal, tu en avais deux en Italie, tu en avais deux en Belgique. C'était des WRC, mais c'était des WRC encore, on va dire, archaïque, mais d'entrée de développement de cette catégorie-là. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce que ces voitures, même si on enlevait l'hybride, ne sont pas allées trop loin à exploiter? Parce qu'on a vu que les versions de 2017 aussi, on n'en a jamais vu. Quasiment pas dans les rallyes nationaux et en location. Un petit peu avec M-Sport, mais Toyota n'a jamais loué. Hyundai n'a jamais loué non plus, très rarement. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec ces autos? Est-ce que c'est pas devenu, pour le commun des mortels, inaccessible, même si on enlève l'hybride? Si, mais bien, enfin, si, complètement. Après, on n'en a pas vu non plus parce qu'elles n'étaient pas forcément autorisées. Regarde en championnat de France, si on enlève les WRC de l'époque Xara, C4, 206 Oui. et autres, derrière, on n'avait plus le droit de faire rouler des WRC. Mais en mondial, tu vois, en mondial, tu avais toujours la grosse colonie belge avec les Demi-Vus, les Loax, les Snyders qui venaient, les Renault Verreit qui venaient, par exemple, sur un rallye de Catalogne ou sur un. Tu vois, ces gens-là, tu ne vois plus des gens, des top pilotes de rallyes nationaux se louer une WRC pour venir sur un championnat. Ça n'existe plus, ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toutes ces équipes privées qui existaient aussi et qui existent toujours. Mais moi, je pense à des Bosian, je pense à l'équipe OMV là, de Manfred Stoll. Je ne sais plus exactement qui était derrière. Je me permets juste de. Ça n'existe plus parce que c'est plus possible de faire rouler ces voitures sans l'appui d'un constructeur, mais depuis quelques années encore. Regarde, quand PH Sport faisait rouler Raikkonen et par la suite Ogier, il me semble, voilà, c'était toujours avec l'appui du constructeur. Mais oui, on est allé trop loin dans l'exploitation de ces voitures. Aujourd'hui, ces rallyes 1, elles sont magnifiques, mais ça va trop vite. Ça va trop vite, il y a trop d'aéros. Et c'est plus raisonnable pour un constructeur. Et encore une fois, on a de la chance qu'il n'y ait pas eu de drame, que ce soit, et on n'est passé pas très loin là sur le rallye de Grèce. Je ne sais pas si tu as vu les images de la sortie de oui. l'INAE. Alors là, c'est clairement les spectateurs qui sont en cause. Mais quand on a vu des crashs comme le premier de Fourmeau l'année dernière au Monte-Carlo, quand on voit la sortie de Tanak aussi, pareil, au Monte-Carlo, cette année, on a vu quelques voitures aussi pulvérisées. Ça va que la cellule de survie est extrêmement résistante et qu'elles ont été bien conçues à ce niveau-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même perdu un pilote au milieu de l'année avec Craig Breen. Et voilà, alors même si, encore une fois, les conditions malheureusement de la disparition de Craig Breen, elles n'ont rien à voir avec justement la sécurité en elle-même de la voiture, avec la vitesse d'impact ou autre. Mais n'empêche qu'on est passé pas très loin de certains drames et qu'il ne faudrait pas que ça arrive parce que là, ça pourrait être le coup de grâce au WRC. Mais oui, est-ce que le Rallye 2, les Rallye 2 en tout cas, sont l'avenir? On aurait tendance à dire oui, quand on voit les bagarres qu'on peut avoir en championnat de France, quand on peut avoir les bagarres qu'on a en WRC2. Après, ce n'est pas des voitures qui font autant rêver que ces rallyes 1, certes, mais pour la beauté du championnat, est-ce que ce n'est pas une des solutions? Il faudra en débattre. Alors, juste c'est pour situer pour ceux qui nous écoutent, moi j'ai eu la chance, comme tu le sais, de suivre un pilote, c'est Colbert à l'époque, je faisais son site, tout ça. Moi, j'ai le souvenir qu'au San Remo, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il partait avec la Bosian avec le 27 ou le 28. D'accord? Avec la 206 WRC Bosian. Et je crois qu'il y avait
40 WRC au départ, avec les Italiens, les Longhi, les Dalla Villa, il y avait les Italiens. Alors, ils n'étaient pas capables de gagner, mais ces mecs-là pouvaient rentrer dans les 10 premiers. Alors, moi, je ne parle pas, par exemple, des rallyes, des R5, mais est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt? Parce que moi, il y a 20 ans de ça, voir passer une 206 WRC, c'était aussi beau, moins beau que ces WRC actuels, mais c'était quand même beau à voir passer. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revenir sur un concept un peu plus, tu vois, comme les débuts des WRC des années 2000, tu vois, où tu avais des Cordoba, des Octavia, des Subaru, voilà, tout le monde venait. Oui, oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Après, le nerf de la guerre, ça reste de vendre des voitures, ça reste des constructeurs qui doivent s'engager et qui doivent se mettre d'accord entre eux déjà et avec la FIA par rapport à ce qu'ils veulent promouvoir, ce qu'ils veulent mettre en avant et ce qu'ils veulent vendre, très clairement, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, enfin, ils sont pas là pour faire plaisir à des pilotes, ils sont pas là pour faire plaisir à des ingénieurs et encore, alors à une moindre mesure faire plaisir à des spectateurs, ils sont là pour vendre le lundi matin leur voiture. Donc oui, il faut qu'ils discutent. Aujourd'hui, il y avait cette partie hybride qui a été mise en avant pour électrifier un petit peu le rallye comme peuvent l'être les autres catégories du sport automobile. Est-ce que c'est quelque chose qui est adaptable à toutes les spécificités du rallye tel qu'on l'entend aujourd'hui? Clairement, non. Encore une fois, au Mont Blanc, quand on voit les Opel Adam j'allais dire, qui sont, alors, je vais être assez cru, mais qui sont pas capables de faire tout le rallye, parce que tout simplement, il n'y a pas des prises partout autour de Morzine, et qu'une fois qu'elles ont fait 50 km de spécial, il faut passer 2 heures à les recharger. Je t'avoue que le parc d'assistance, il faisait pas rêver le soir, hein, avec toutes ces prises branchées dans tous les sens. Bref. Mais voilà, oui, il y a une grosse réflexion à avoir. Mais malheureusement, c'est au-dessus de nous que ça se joue. Oui, on peut le regretter. Moi aussi, je regrette cette 206 WRC grise de Cédric Roberts à 5e ou 6e place au Monte-Carlo, où il est obligé de laisser passer Richard Burns parce que lui, il n'est pas pilote officiel. Donc oui, bien sûr qu'on regrette tout ça. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Il faut faire au mieux. J'ai entendu dire que enfin l'année prochaine, les organisateurs allaient avoir un petit peu plus de marge au niveau des spéciales, de l'éloignement et des parcs d'assistance, alors pas volants, mais en tout cas déportés par rapport à la zone principale. Mais encore une fois, quand tu vois les sommes investies par les constructeurs pour les hospitalités, pour les barnums qu'ils mettent pour les assistances, enfin, faut arrêter. Faut arrêter. On n'est pas en F1. Je- Honnêtement, je pense il y a 15 jours de montage entre le montage et le démontage des structures dans les assistances. Et ça, c'est des coûts enfin, oui, elles servent parce que c'est pour des opérations VIP, c'est pour des sponsors, c'est pour faire des opérations clients, mais on n'est plus dans l'esprit rallye. Voilà, et ça coûte les yeux de la tête. Et cet argent qu'on met pas dans le développement des voitures, dans le développement de nouvelles technologies, ça peut poser problème et on explose des budgets. Je pense qu'aujourd'hui, un Toyota ou un Hyundai, il y a plus de 100 millions d'euros de budget à l'année. Un M-Sport, je suis même pas certain qu'ils aient 20 millions, quoi. Donc on comprend derrière que forcément, en termes de performance, on ne peut pas demander les mêmes choses. Alors, tout n'a pas été noir du côté d'M Sport. Il y a eu le rayon de soleil. Le rayon de soleil, c'est Adrien Fourmeau. Rossel en WRC2, les Français ont été admirables jusqu'à patatras, voilà, la malchance, les soucis techniques. Mikkelsen qui est devant. Qu'est-ce que toi tu as pensé de la course des WRC2? Ça a été une belle course pour le coup, une belle bagarre, mais encore une fois, trop pimentée par les diverses crevaisons. Mikkelsen qui crève 3 fois, ne serait-ce que la première journée, qui arrive quand même à gagner. Je ne sais plus qui disait qu'il avait eu 6 crevaisons dans le rallye aussi. Donc là, par contre, il faut se poser un petit peu des questions sur le pilotage, sur les pressions qui sont utilisées, sur pas mal de choses. Mais ça a été un très beau rallye. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de stabilité justement dans les performances,
dans les pneumatiques, tout simplement, encore une fois, parce qu'on avait une sacrée belle bataille entre Mikkelsen, Rossell, Gryazin au début du rallye, après Greensmith, Fourmeau qui a fait une magnifique performance aussi. Là, clairement, quand on regardait les splits, on peut que voir ce qu'on avait déjà vu au Monte-Carlo, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a énormément de mal en montée de par le manque de puissance du moteur, mais qui après, sur le plat, les parties techniques, sur les descentes, le pilote refait la différence. Et c'est dommage qu'il ait fait ces quelques grosses erreurs cette saison, parce qu'il mériterait clairement, je pense, une nouvelle chance en rallye 1. Mais bon, c'est pareil, on ne va pas enlever Pierre-Louis Loubet. Malheureusement, il a cette fois pas du tout pu se bagarrer, et comme ça a été trop souvent le cas cette année. Donc bon, pour le moment, M-Sport, on va les laisser finir leur saison tant bien que mal, en espérant que le meilleur pour eux, pour le futur, et qu'on puisse se retrouver déjà sur toutes les dernières manches, et potentiellement sur le Monte-Carlo avec une voiture différente. Alors, on va revenir sur l'aspect technique du rallye. C'est vrai que, comme beaucoup, alors il y a des gens qui ont dit que c'est le plus beau rallye de la saison parce qu'il y a eu des rebondissements. Moi, au point de vue sportif, tout comme toi, je ne suis pas d'accord. C'était même plutôt frustrant que passionnant. C'est un rallye où tu enlèves les crevaisons et les problèmes techniques. C'est un autre rallye. Alors, je vais te poser la question très clairement. Est-ce que ce rallye est plus adapté au WRC actuel et au rallye 2? Est-ce que ce sont les rallye 2 ou les WRC actuels qui ne sont plus adaptés à la Grèce? Est-ce que les pneus sont adaptés ou pas? Ou est-ce que c'est le règlement qui n'est pas adapté à un tel rallye? Parce que j'ai l'impression que là, ça a été, après chaque spécial, on attendait celui qui allait casser ou qui allait avoir un souci ou qui allait crever. Il n'y a pas une spéciale où il ne se passait pas un truc, où il pouvait se battre à armes égales. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que le sport est passé au deuxième plan et que Sordo et Rovanpera, c'est les petits poissons qui ont su naviguer entre les embûches. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Que ça a toujours été un peu comme ça, le rallye de l'Acropole. Ça a toujours été un rallye très cassant, quelles que soient les conditions, surtout quand il faisait encore plus chaud. Là, aujourd'hui, cette semaine, il y avait eu les inondations, on ne va pas revenir dessus. Donc, le terrain qui avait beaucoup évolué par rapport à un Acropole classique, je pense que les routes se détérioraient d'autant plus, faisant ressortir peut-être des pierres un peu plus pointues, un peu. Enfin, c'est un contexte très très particulier qui a eu le week-end dernier. De là à dire que les voitures ne sont pas adaptées à un tel rallye ou que le rallye n'est plus adapté à ces nouvelles générations de voitures, non, je pense pas. On l'a vu au Safari, tout se passe plutôt bien, il y a quelques problématiques. Après, voilà, la grosse problématique encore, c'est les pneus. On ne va pas y revenir dessus. On sait ce qu'il en est. C'est compliqué. Il y a un appel d'offres qui a été relancé pour redevenir un manufacturier du championnat à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans. On va voir qui répond. Mais bon, je pense que c'est reparti pour un tour avec Pirelli. Après, ils font ce qu'on leur demande aussi. Voilà, on en a parlé en long, en large, en travers. Malheureusement, on peut que constater, oui, il y a des crevaisons. Il y a des crevaisons. Ogier, ça fait des années qu'il se bat contre ça, qui dit que c'est une roulette russe avec ses Pirelli. Il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, au bout d'un moment, faut se poser des vraies bonnes questions. Et si on remettait un petit peu de concurrence dans tout ça, alors certes, ça ferait augmenter le poste pneumatique, mais on arriverait peut-être à avoir des batailles un petit peu plus intéressantes et surtout, j'allais dire faire en anglais, dans le sens où voilà, c'est vraiment le pilote et la voiture qui doit faire la différence plutôt que la montre pneumatique qui ne lâche ou qui ne lâche pas. Voilà, je peux pas bien en dire bien plus là-dessus. Alors, je vais te poser une toute dernière question sur le rallye de Grèce, puis c'est une question quand même qui part un petit peu sur le règlement. Est-ce que tu as regardé avec attention, toi, la dernière journée? Alors, tout dépend de ce que tu vas me dire, oui, mais Non, alors, plus ou moins, oui. la seule bataille, le seul truc d'intéressant qu'il y avait eu, vu le rallye, le contexte, ça a été la bataille pour la deuxième place. Le reste, il y a eu un passage dans Tarzan où ils avaient tous le coude à la portière. Le premier passage dans la Power Stage, on reconnaît, et puis après, on fait la Power Stage. Honnêtement,
quand tu vois le déroulé des rallyes actuellement, la dernière journée, clairement, elle ne sert plus à rien. Tout le monde attend la dernière spéciale de la Power Stage en essayant de conserver au mieux ses pneus. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer le règlement là-dessus aussi? Parce que franchement, une troisième journée, c'est inintéressant au possible. Tu attends la Power Stage à midi, quoi. Tu vois? Oui, oui, bah, ça fait des années que c'est comme ça un petit peu, hein, quand les choses sont jouées. Mais regarde, en Formule 1, c'est un peu pareil, hein. Combien de fois le dernier tour, il ne sert pas à grand-chose et tu en as même qui rentrent parce qu'ils ont plus de 20 secondes d'écart pour mettre des pneus neufs et essayer d'attraper le meilleur tour, prendre un point supplémentaire. Bah, c'est exactement la même chose en rallye. Oui, ils font un passage de reconnaissance à vitesse rapide dans le premier passage de la Power Stage et puis après, ils attaquent avec des pneus plus ou moins endommagés ou sauvegardés justement pour aller chercher les points. La chose la plus intelligente, en tout cas, et facile à mettre en œuvre, ce serait d'autoriser un changement de pneus juste avant la Power Stage. Où là, pour le coup, ben, voilà, si tu as 3 spéciales avant la Power Stage, ben, tu peux attaquer avec tes pneus et être sûr d'avoir des pneus neufs en fonction du quota et de ce qui te reste sur la Power Stage. Ça peut être une des solutions. Il y en a d'autres. Mais bon, après, on peut pas l'empêcher. De toute façon, le rallye, il est joué, il est joué. Ils vont pas prendre des risques pour faire plaisir aux spectateurs, pour faire une fausse bagarre qui n'existe pas. Aujourd'hui, même un Tanak là, que tu as derrière toi, dans la première spéciale du dimanche matin, il a beau faire un temps stratosphérique, tout le monde en a absolument rien à faire, quoi. C'est pas là où ça va se jouer, c'est pas là où il va gagner une place. Donc, c'est un peu un problème, enfin, c'est pas insoluble, mais il y a des solutions qui existent, il faut les mettre en place. Il y a des avantages, des inconvénients à chaque solution, oui, à chaque solution. Donc après, voilà, aux législateurs et aux équipes de se mettre d'accord là-dessus. Je suis pas certain que 4 pneus supplémentaires réservés à la Power Stage, par exemple, qui pourraient être les mêmes pour tout le monde, coûteraient énormément cher. Après, on peut reposer la question aussi de l'ordre des départs le premier jour. Est-ce qu'on remet une petite spéciale de qualification? Enfin voilà, il y a énormément de choses à discuter en termes de règlement, en termes même de Rallye 2, tu vois, de voir Ogier qui remonte 10e, voilà, et qui marque des points, ça m'a toujours un petit peu gêné. D'avoir même des championnats qui peuvent se jouer là-dessus. Regarde, en WRC3, Creighton, il abandonne le premier jour. Mais il peut encore être champion et il est champion parce qu'il peut faire la deuxième et la troisième journée, marquer des points dans toutes les spéciales et que ce rallye, en plus, il compte double. Et c'est le seul du championnat qui compte double. Voilà, il y a plein d'incohérences comme ça. Et quand tu joues un championnat, et là je suis assez bien placé pour t'en parler, parce qu'en 2011, avec Juhaninen sur la Skoda S2000, on se bat pour le titre avec Ott Tanak, justement, et au dernier rallye, qui était le rallye d'Espagne, Ott Tanak, il sort dans la troisième spéciale, je crois, et il repart le lendemain. Et nous, on est comme ça pendant 2 jours, parce que si toi, tu casses le samedi ou le dimanche en ayant parcouru plus de distance que lui, et que tu ne peux pas repartir, eh ben, c'est lui qui est champion, parce qu'il est reparti, qui va pouvoir marquer quelques points, alors qu'il a abandonné. Et toi, tu abandonnes de la même manière que lui, sauf que tu n'as pas cette chance de pouvoir repartir si tu abandonnes le dimanche, par exemple. Donc, tu vois, il y a plein d'incohérences comme ça qui peuvent être remises en question. Et voilà, c'est un petit peu un coup de gueule, mais il faut qu'on le fasse, cet épisode sur l'avenir du WRC. Je pense que ça devra peut-être plus attendre l'intersaison ou un moment un petit peu plus propice à ça. Il y a tellement de choses sur les journées de test, voilà, aujourd'hui, enfin, il y a plus de nouveaux pilotes qui arrivent. Et ça, on en a parlé en long, en large, en travers. Et c'est trop compliqué, quoi. On va passer au rallye de Chili pour clôturer le WRC parce que c'est passionnant, le temps il file, ton temps est compté, je le sais. C'est très gentil à toi d'avoir fait l'effort parce qu'au départ, c'était pas prévu. Je tiens à le dire, Ouais. pas prévu qu'on fasse émission. Le rallye de Chili, c'est un rallye qui revient, que pas tout le monde connaît. Ton pronostic, qui c'est qui gagne là-bas? Alors là, c'est compliqué. Là, c'est très, très compliqué. C'est clairement la roulette russe, hein. Je sais pas, comme ça, je dirais
j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Rovanperä, même s'il part premier sur la route, il est tellement au-dessus là en ce moment. Mais je vais quand même dire Neuville. Neuville, il m'a l'air quand même pas mal. Donc je vais quand même dire Neuville, Rovanperä, et puis j'aimerais bien Lappi. Allez, moi je vais dire Neuville parce qu'il connaît et que j'adore la Belgique. Comme tu sais, j'adore les rallyes en Belgique. Allez, on va dire Evans parce que j'aime beaucoup le pilote et que ça serait bien de le remettre en selle. Et puis en petit 3, pourquoi pas Katsuta, tiens. Pourquoi pas Katsuta? C'est c'est osé. C'est la grosse Ah, cote. ah, mais si je gagne le gros lot aussi, hein. On Ouais. va en finir avec l'émission. Pas de miniature aujourd'hui. Ah bah si, bien sûr, quand même. Ah, Le ah temps non, de alors attends, non, non, préparer non, un on peu les de choses. garde. On les garde. On va parler de championnat de France un petit peu parce que tu étais au rallye du Mont Blanc, un rallye magnifique que j'ai toujours rêvé de faire, que j'ai pas fait. Une grosse bataille, à la fin, c'est Bonato qui s'impose. Un petit peu ton analyse là-dessus. Bah, encore une fois, comme tu viens de le dire, une belle bataille, une belle bagarre. Dommage qu'il y ait eu, enfin dommage, il y a eu des Pénalité. pénalités avant le rallye qui ont un peu handicapé la bataille et qui auraient clairement pu l'annuler, hein, parce que ces pénalités ont été quand même assez drastiquement réduites pour conserver un minimum de suspense, on va dire. Mais non, ça a été une belle bagarre, hein, des pilotes qui progressent, qui petit à petit commencent à vraiment performer. Mais voilà, toujours Bonato qui est un petit peu au-dessus, qui fait montre de sa pointe de vitesse, de sa régularité pour le coup. Et puis après, derrière, bah, des très très belles performances aussi des Alpines notamment, mais pas que. Il y a eu de belles batailles. C'est un petit peu plus loin du coup, et puis c'est compliqué de sortir des performances comme ça. Mais c'est vrai qu'un Quentin Gilbert qui fait podium, si je me rappelle bien, Oui, oui. bah c'est magnifique, quoi, parce qu'il voilà, il n'a pas forcément le temps de roulage qu'ont tous les autres pilotes. Un peu déçu pour Cédric Robert qui nous a pas habitués à faire des erreurs, même quand il était en WRC ou en Super 1600, et qui là malheureusement les enchaîne un petit peu. En trois rallyes, c'est compliqué. Donc on espère qu'il va vite se remettre en selle, et puis surtout que Mathieu Duval, à qui on fait un coucou amical, va continuer sa convalescence et va pouvoir être de retour au Cœur de France à la fin du mois. Mais sinon, non, bah, tu vois, on en parlait, mais même les Rallye 2, si ça devient la catégorie reine d'un championnat, il peut y avoir de vraies batailles. Alors certes, c'est un petit peu moins impressionnant à voir passer en spécial, quoique. Mais en tout cas, on a de la bagarre, on a du suspense, on ne sait pas qui est-ce qui va pouvoir remporter le rallye au début. Et puis surtout, ça permet à des jeunes pilotes, un Hugo Margaillan, un Léo Rossel, et Johan Rossel précédemment, hein, de percer, de montrer leur talent. Un Nicolas Siamin aussi qui a pu faire ses armes dans la catégorie. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut potentiellement détecter les talents de demain. Mais malheureusement, pour le moment, c'est le maximum qu'ils puissent atteindre parce que les rallyes 2 sont complètement, les rallyes 1, pardon, sont inaccessibles. Donc même voilà, en ERC, voilà, regarde les bagarres qu'on a eues cette année, c'est tout simplement magnifique. Et malheureusement, à Hayden Paddon, qui est champion d'Europe, eh ben, il y a presque zéro chance qu'il puisse avoir une nouvelle chance en rallye 1. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Juste, je note sur le Mont Blanc la montée en puissance du frère Rossel, Léo Rossel, qui a fait un rallye absolument magnifique et aussi une super auto qui débute sa carrière. La Clio avec Thomas Chauffret, j'ai vu des passages absolument magnifiques. Mm. La Clio, cette Clio, j'ai hâte de la voir rouler en vrai parce que ça a l'air vraiment, vraiment impressionnant. Ah, c'est fort, ouais, c'est sympa à voir et bien emmené. Il y a alors ça peut être spectaculaire et ça peut être surtout très très efficace. Et ouais, il y en a quelques-uns qui ont un peu de soucis à se faire parce que même s'ils ont des autos beaucoup plus grosses, un bon équipage qui l'emmène bien, ça peut monter haut dans le classement. Ouais. Alors, maintenant, place au cadeau.
Eh bah écoute, tu vois, tu m'as fait la transition. On en a parlé. Et bah regarde, une belle petite miniature cette fois Je du vous grand laisse regarder frère, un petit peu. Si tu peux. Voilà, du grand super. frère Russell, Johan. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un modèle qui est complètement unique, hein. Celui-là, vous ne l'aurez pas en commerce. La version Bien. équipe de France du Monte Carlo, la DS3 R3 du, voilà, du champion de France, Johan Rossel, avec son copilote Benoît Fulcran. Tout simplement pour souligner à la fois, comme tu viens de le dire, la performance de Léo qui, depuis plusieurs rallyes, nous impressionne sur le championnat de France. Je pense que la première victoire n'est pas très très loin et que ça va être la bagarre entre lui et Hugo Margaillan pour savoir qui va remporter sa première victoire en championnat de France. Et puis tout simplement la superbe performance d'ensemble de Johan Rossel en Rallye 2, au Rallye de Grèce, avec la C3 qui a très très bien évolué sur la terre et qui devient clairement une vraie arme. Donc voilà, on ne l'a pas mentionné, mais au championnat, il se retrouve à 16 points derrière Andreas Mikkelsen, avec 5 rallyes chacun. Donc il leur reste 2 rallyes pour scorer à tous les deux. Donc on va voir, je ne sais pas qui va aller où. Il y a encore 2 déplacements très lointains qui sont le Chili et le Ouais. Japon. Donc je ne sais pas trop si Andreas va aller à l'un, Johan à l'autre, ou les deux sur les deux mêmes rallyes. Mais toujours cette problématique en rallye 2 aussi, pareil, de ne pas avoir des listes d'entrée qui sont consistantes et à la hauteur du championnat sur toutes les manches. Mais tout ça pour dire que voilà, Johan Rossel a encore toutes ses chances d'être champion du monde, 16 points de retard, 2 rallyes à disputer, donc tout est possible. Il va pas falloir traîner en route par contre, mais ça pourrait être une très 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 belle récompense pour lui, pour Citroën Sport aussi, pour un ami à qui je fais un petit coucou amical aussi, c'est Didier Clément, qui je le sais nous regarde régulièrement et qui a œuvré justement aux côtés du grand Sébastien Loeb et qui continue de conseiller très très efficacement ces jeunes pépites françaises et en espérant que ça puisse déboucher voilà, sur une place en rallye 1 dans le futur. On a fait le tour? Cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais. On a un petit peu débordé sur l'avenir du WRC, sur l'évolution. C'était très Ouais, intéressant, mais promis, il cette y a, émission, on la fera. il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire et puis je pense à dire et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit que tous les deux non plus. Je suis en train de travailler aussi à ce qu'on ait quelques intervenants dans le futur et potentiellement sur l'intersaison. Donc de belles surprises. Donc si vous le souhaitez et si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a plu, j'imagine, j'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas, le petit like, le commentaire surtout, le partage. Et puis comme ça nous aidera à convaincre de beaux pilotes, mais pas que, à venir discuter avec nous, à venir discuter avec vous. Pourquoi pas faire des lives aussi avec l'un ou l'une d'entre vous pour échanger et qu'on ne soit pas tout seul entre nous à débattre et à refaire le monde du WRC. Ça marche. Un grand merci à toi. Moi, je vais aller me soigner parce que je commence à plus en pouvoir. Eh ben, Il y a écoute, quoi qu'il- merci à toi, merci pour tout ce que tu fais pour le rallye aussi et pour tous les passionnés. Et encore une fois, s'il vous plaît, voilà, un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. On vous répond quasiment à tous les commentaires et on est là pour débattre. Faites-nous part de vos envies, le petit abonnement et ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Après le Chili, on se dit? Euh, Allez, on essaye de faire ça après le Chili, ouais, pour Allez, continuer. ça marche. Allez, ciao, ciao. Et allez les Bleus au rugby, hein, on n'oublie Ah, pas. on sera champion du monde, c'est sûr. On y croit. Ouais, ça va être compliqué, mais ce serait bien d'avoir une Marseillaise, ouais. Ça va. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.